Bonjour chers téléspectateurs, bon dimanche à tous, heureux de vous retrouver dans Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Sur ce plateau, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé des questions économiques, Albert Mianzoukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Evrard Tikasumba, journaliste sportif à DRTV. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau. Ensemble, nous allons discuter autour de l'appel de Laurent Gbagbo pour un scrutin présidentiel apaisé en Côte d'Ivoire, le lancement de l'emprunt obligataire lancé par la SNPC et la réaction du ministre des Sports à la suspension de la FECOFOOT par la FIFA et la CAF. Je vous invite donc à suivre cet élément pour commencer à aborder notre premier sujet. Il faut créer les conditions d'une élection apaisée, d'une élection démocratique, d'une élection sans violence. Mais pour que cela soit, il faut que tous les acteurs, soient de bonne volonté. Soient de bonne volonté. Et n'aient pas la fraude dans un coin de leur cerveau. Mais moi, je vois tous les candidats majeurs. Ils peuvent ne pas être élus et vivre tranquillement. Alors, nous avons vu donc cet élément de Laurent Gbagbo. Albert, alors aujourd'hui, peut-on dire que les craintes de Laurent Gbagbo sont justifiées, sont fondées? Écoutez, c'est comme pour toute élection en Afrique noire, francophone même. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, finalement, ne mange pas de pain. Oui, il faut une élection apaisée, il faut une commission électorale vraiment indépendante, il faut renfermer en même temps les petits pièges qui se transformeront le lendemain en source de conflit. Parce que une commission vraiment indépendante, qui c'est qui va mesurer l'indépendance d'une commission au millimètre accepté par tous, disant voilà, c'est l'instrument de mesure. C'est ça le problème, c'est que lorsqu'il s'agit même d'appliquer la Constitution en Afrique, nous trouvons que très rarement d'accord. Donc on l'a vu, l'exemple du Sénégal, on a vu dans beaucoup de pays où justement l'application des règles pourtant partagées, pourtant édictées au vu et au su de tous, eh bien cette application-là devient un travail difficile dès lors qu'il s'agit d'interpréter la loi, la règle et de l'appliquer parfois au faciès. Donc voilà, c'est bien, Laurent Gbagbo l'a dit, mais il n'est pas le seul. Il y a eu aussi les évêques catholiques de la Côte d'Ivoire qui se sont prononcés pour justement une commission électorale vraiment indépendante, pour des élections apaisées. Le mot est revenu en plusieurs fois chez beaucoup d'acteurs importants de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo ici est péché en eau trouble. Au contraire, il fait ce qu'il faut. Mais à commencer par lui-même, si on lui posait la question, c'est qui le véritable instrument de mesure? La véritable indépendance, elle se définit comment? Est-ce que toi-même tu accepterais d'être exclu puisque tu as eu des ennuis judiciaires, même si alors, donc voilà, c'est là où l'Afrique s'embrouille un tout petit peu et triche intellectuellement parlant. Alphonse, quand Laurent Gbagbo demande l'apaisement, ce n'est pas pour demander aussi qu'il soit réhabilité, qu'il participe
à cette élection. Puis jusque-là, son cas il semble un peu écarté au niveau de la Oui, course. c'est vrai que son casier judiciaire reste quelque peu écorné par l'histoire de la BCEAO. C'est un alibi politique, on est quand même là sur le terrain politique. Mais ce que je peux bien constater, c'est que cette demande émane de toute la plateforme politique, comme l'a dit Albert, qu'il s'agisse du PDCI de fait le président Houphouët-Boigny ou de Pascal Affi-Guessan, qui est maintenant le président du FPI, l'ancien parti de Gbagbo. Ouais, finalement, Gbagbo lui a Voilà. laissé le parti. Et on le sent, mais à bien regarder les choses, je pense qu'on est quand même dans une situation de démocratie apaisée en Côte d'Ivoire sur la base des résultats économiques et financiers de Ouattara. J'avoue personnellement que j'étais ceux qui pensaient que Ouattara s'était tellement inféodé à la France que l'on ne pouvait pas lui accorder un certain crédit à la suite de ce qu'on a connu, de la guerre que la Côte d'Ivoire a connue. Mais aujourd'hui, ce bilan plaide en sa faveur et on peut bien se demander si la demande de l'opposition, aussi bien de l'opposition que l'Église catholique, peut avoir un écho favorable au regard des résultats de Ouattara, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a quand même fait un saut qualitatif et quantitatif sur le plan des infrastructures en Côte d'Ivoire, même si c'est vrai que oui, le pays reste très endetté auprès du FMI et de la France, mais au moins les résultats sont là. Et je crois que ces adversaires politiques n'ont pas autre chose que d'agiter un tout petit peu le roseau pour dire, écoutez, il faut quand même qu'on aille vers une démocratie apaisée et qu'il y ait une commission électorale véritablement indépendante, chose rarissime en Afrique, excepté peut-être l'Afrique du Sud, la Namibie et des pays un peu dans une moindre mesure comme le Sénégal. Donc, on ne peut franchement pas s'attendre dans l'espace francophone à toujours avoir une commission électorale réellement indépendante. Mais moi, je pense que oui, on est sur le terrain politique. C'est une demande qui doit être posée sur la table. Mais je dis, soyons honnêtes, qu'il y ait même une commission réellement indépendante. J'ai l'impression que le bilan économique et financier de Ouattara plaide en sa faveur. Et donc, je ne vois pas vraiment des ralliements du côté de l'opposition qui pourront faire mordre la poussière aux candidats du RDPH. Evra, Laurent Gbagbo, quand il demande l'apaisement, est-ce qu'il craint qu'on lui vole sa victoire finalement? Oui, justement, de prime abord, c'est la première question que je me demandais. Est-ce que quand il demande l'apaisement d'un scrutin électoral, c'est pas une fuite en avance de son côté, du fait que déjà lui, au préalable, il a vécu pas mal d'histoires dans le pays. On se souvient de cette fameuse guerre dont parlait tout à l'heure Alphonse Dongo. Et est-ce que lui-même, il est prêt à accepter cette défaite une fois que la sphère politique l'accepte de se positionner ou de présenter sa candidature? Parce que tout à l'heure, j'ai suivi Monsieur Albert qui disait quelle est l'unité de mesure qui pourrait dire que donc voilà, une fois que le scrutin organisé, les choses seront bien établies et que lui-même, est-ce qu'il peut accepter cette défaite au niveau de cette commission électorale indépendante dont il réclame qui serait mise en place par le pouvoir en place. Bon, encore que, on l'a dit, le bilan économique d'Alassane Ouattara est tout à fait satisfaisant. Bon, une fois que cette commission indépendante électorale est mise en place, tous les partis, donc tous les partis politiques seront pris en compte. Est-ce que aujourd'hui tous les acteurs politiques ivoiriens peuvent accepter une fois que non, vous avez perdu, oui j'ai perdu et qu'on se retire? Parce qu'il faudrait pas qu'on revienne au même soubresaut politique d'avant. On le sait, chacun, surtout Gbagbo, une fois moi je l'ai suivi dans une interview, il disait c'est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que souvent il n'est pas prêt à laisser quand il a une situation. Bon, si on l'accepte une fois qu'il est candidat, est-ce qu'il va accepter que
si les résultats sont avérés qu'il a perdu, oui, j'ai perdu. Parce que c'est toujours l'éternel recommencement. En Afrique, on réclame, nous voulons une commission indépendante électorale, nous ne voulons pas qu'il y ait des amis, tout, voilà. Mais est-ce que vous-même, les acteurs politiques, vous militez à ce qu'il y ait une bonne démocratie, comme l'a fait, bon, on peut suivre cet exemple du Sénégal, hein, jusqu'aux preuves du contraire, bien que Macky Sall a été accusé de tout, mais au finish, la démocratie, les textes ont eu raison sur les hommes. Parce que c'est ça, justement, l'objectif. Il faut qu'il y ait des textes forts et non des hommes forts. C'est ce que nous réclamons toujours. Oui, il faut des textes forts et des hommes forts. Mais Laurent Gbagbo, quand il demande l'apaisement, c'est ce qui est quand même étonnant. C'est avant même la tenue des votes. Généralement, en Afrique, les contestations naissent au lendemain de la proclamation des résultats. Oui, mais chat échaudé craint l'eau froide. Ici, Laurent Gbagbo a aussi dans son ADN le vécu de 2010. Donc, toute cette guerre traumatisante qui s'est faite autour des contestations électorales avec des morts, etc., ça ne laisse personne indifférent. Si bien que je le dis, beaucoup d'acteurs politiques, mais aussi de la société civile en Côte d'Ivoire, sont d'avis qu'il faut justement cette fois-ci faire les choses différemment. Et différemment dans l'apaisement des esprits. Bon, le reste, c'est à voir. Merci Albert. Nous abordons maintenant notre deuxième sujet qui concerne le lancement de l'emprunt obligataire par la SNPC. La Société nationale des pétroles du Congo a la quête des ressources financières pour augmenter sa production pétrolière. Pour y parvenir, le directeur général de cette société a lancé un emprunt obligataire qui vise pour cette première phase à collecter 100 milliards de francs CFA de toutes personnes physiques et investisseurs de la zone CEMAC. L'Afrique a besoin de se développer pour assurer le bien-être de ses populations. Et le Congo n'est pas en reste. Les questions de développement étant intimement liées à celle de l'énergie, il est important et même urgent que des investissements soient réalisés dans ce domaine. Aussi, c'est pour répondre à cet impératif que la SNPC tourne pour la première fois vers le marché financier de la zone CEMAC pour solliciter un financement de 100 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne, qui lui permettra de réaliser son ambitieux programme d'investissement. N'hésitez pas à souscrire à cet emprunt dont le remboursement pour la SNPC est très facile. Le directeur général de LCB Capital, arrangeur et chef de file principal, a souligné les avantages de cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Pourquoi souscrire à cette opération? La SNPC est un émetteur crédible, présentant une situation financière solide. Un emprunt garanti par l'État. Une opération à la portée d'un grand nombre d'investisseurs à travers le prix de l'obligation, 10 000 francs CFA avec un minimum de 150 titres. Un taux d'intérêt attractif, exonéré d'impôts, une date de jouissance à l'avantage des investisseurs qui participeront à l'opération à compter de ce jour, qui bénéficieront de 41 jours d'intérêt. Le montant global attendu par la Société nationale des pétroles du Congo à travers cet emprunt obligataire dénommé SNPC 6,5% net 2024-2029 est de 300 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA que la SNPC est allée chercher auprès du marché de la CEMAC. Alphonse, est-ce que vous comprenez les raisons qui ont poussé la SNPC à procéder de cette façon avec l'emprunt obligataire? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une pratique tout à fait usuelle. Je rappelle à toute fin utile que Equair, notre compagnie nationale de transport aérien, a déjà eu à solliciter auprès du même marché, c'est-à-dire à travers le mécanisme d'emprunt obligataire, 60 milliards de francs CFA.
Et même si cette opération s'est mal passée, parce que cela peut éventuellement jouer sur l'opération de la SNPC, qui a besoin de 300 milliards au total. Mais donc, on commence par 100 milliards avec un one show. Un one show, bon, en fait, c'est trop, c'est anglican, avec des escales qui l'ont conduit après Brazzaville à Libreville et finalement à Douala au Cameroun. Donc, il s'agit, lorsqu'on suit bien, c'est pour la SNPC, c'est de développer sa production pétrolière, mais aussi les forages, même si il faut reconnaître que, à bien regarder de près, on n'a pas vraiment de grandes perspectives avec des grandes découvertes dans le domaine du pétrole. Mais une société comme la SNPC pèse parce que la qualité de sa signature permet aux épargnants de pouvoir lui confier leur argent qui sera rémunéré à hauteur de 6,5%. Mais je disais qu'il y a quand même un souci parce que Eker l'avait déjà fait et ça s'est mal terminé. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé le même mécanisme, c'est-à-dire une société à capitaux publics congolais a eu besoin d'argent et a utilisé l'arrangeur qui n'était que la financière, une société congolaise, avec des chefs de file, un pool de banques, des plus grandes banques de notre pays, et des gens ont prêté leur argent à Eker, qu'il s'agisse des entreprises ou de simples épargnants, parce que le minimum c'était 1 million ou 2 millions. Et je connais même des députés, des ministres qui ont confié leur argent, n'est-ce pas, à Eker, via des files, des chefs de file comme une banque. Je prends le cas d'une banque comme la Société Générale pour être précis. La Société Générale a été obligée de rembourser sur fonds propres l'argent des épargnants. Parce que, tout simplement, il y a eu des problèmes pour le remboursement. Et les clients sont venus s'adresser à la banque en disant « Nous avons prêté cet argent parce que c'est vous qui nous avez convaincus en disant c'est une bonne opération. On a donné notre argent et on leur a remboursé juste le principal. Les intérêts, jamais remboursés. Et je connais d'autres cas où on n'a même pas remboursé le principal. » Donc ça, c'est un précédent un peu malheureux pour une société à capitaux publics. Donc, en ce qui concerne la SNPC, on sait qu'elle joue d'une bonne qualité de signature. Le problème ne se pose pas. Mais vous m'avez posé une question en me demandant à quoi servira cet argent. Officiellement, la SNPC dit c'est pour l'amélioration, n'est-ce pas, de ses recherches, la production pétrolière, les forages. Mais je peux quand même me poser une question en me demandant si Eker avait bénéficié de 60 milliards, ce qu'il a pu avoir en peu de temps d'ailleurs, et que cet argent n'a pas vraiment aidé à refaire décoller Eker, où est parti cet argent? Est-ce que dans cette opération, ce n'est pas l'État congolais qui, on sait, pour des raisons que nous connaissons, ne jouit pas quand même d'une bonne signature après que Standard & Poor's, par exemple, a eu à dégrader notre note de 4 crans, ce qui signifie qu'on n'est pas vraiment très crédible sur le marché financier sous-régional. Il est possible que l'État passe par une entreprise qui d'ailleurs lui appartient et qui joue d'une bonne qualité de signature pour aller chercher de l'argent sur le marché financier de la sous-région afin de, pourquoi pas, de répondre aux besoins financiers de l'État. Ok, Albert, pensez-vous que la SNPC, ou quand on prête de l'argent à la SNPC, on peut être rassuré de recouvrer son argent? Pensez-vous que cette opération sera bénéfique pour la SNPC et pour ceux qui vont lui prêter de l'argent? Alors, je ne me connais pas trop, mais il faut être sincère. Et je pense que... parce que quand on prend l'exemple de Eker, est-ce qu'on peut penser qu'avec la SNPC, ça aboutira? C'est-à-dire que jusqu'ici, nous figurions toujours que la SNPC est notre unique opérateur national sur ce domaine-là, en tout cas de l'exploitation du pétrole, et donc que sa santé financière était garantie. C'est ce que nous pensions. Bon, même les sociétés les mieux nanties, les mieux pourvues, ne sont pas, écartées d'emblée de la sollicitation d'emprunts
obligataires ou autres, c'est ça. Donc ça aussi on peut le comprendre, c'est dans les mécanismes économiques normaux. Mais est-ce que la SNPC, jusqu'ici, c'est la première fois qu'elle le fait? Donc pour le Gabon d'abord à Libreville et ensuite maintenant donc, au marché de la CEMAC. Donc nous verrons. Ceux qui ont mis leur argent dans cette affaire le font un tout petit peu avec l'angoisse de voir se confirmer, d'une part, les bonnes perspectives, ou alors la crainte de se faire flouer, comme beaucoup d'opérations menées au Congo nous y ont conduit. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais je ne m'y connais pas tout. Oui. Efrad, quand on regarde la SNPC, c'est une entreprise qui produit du pétrole. On se dit qu'elle a une santé financière. Mais quand elle procède par l'emprunt obligatoire, est-ce que pensez-vous qu'on a une telle société, on peut lui faire confiance? Oui, je pense que mes prédécesseurs ont tout dit sur cette question. Bon, ce que je retiens, c'est que le DG l'a dit, Raoul Lominga, dans ce reportage que nous venons de suivre, que c'est pour booster, c'est pour accompagner justement la SNPC dans la réalisation de ce projet. Bon, c'est de bonne loi. On le sait, il y a même des sociétés qu'on a connues. Tout à l'heure, M. Alphonse a cité Iker, pourtant à l'époque, n'ayant-il des bonnes ressources financières, mais qui avait lancé cet emprunt obligataire. Et donc, je pense aussi, pour ce qui est de la SNPC, surtout que c'est pour la première fois qu'ils ont lancé ce projet. Bon, attendons de voir les aboutissements de ce projet. Sinon, pour ce qui est du reste, bon, c'est de bonne loi qu'une société, quand il pense qu'on peut lancer un emprunt obligataire pour renforcer, pour renflouer les caisses, et ça ne pose pas de problème. Donc, en attendant de voir dans la suite ce que ça pourrait donner. Seulement, mon inquiétude, c'est celle de savoir, celle de savoir plutôt, est-ce que ça n'aura pas un impact sur les investisseurs de la sous-région qui vont qui vont mettre la main à la pâte, parce que déjà au retour, le DG rassure, il dit que non, bon, chacun aura son argent comme il le faudra, mais est-ce que ça ne pourrait pas poser problème? Tout à l'heure, M. Alphonse parlait d'une signature de confiance au niveau de la SNPC de qualité. Bah, on croise les bras et on va observer la suite, sinon... Oui, justement, Alphonse, que peut-il se passer si la SNPC se trouvait dans l'incapacité de rembourser l'argent de Touy? Bon, je voudrais d'abord peut-être un rectificatif, dire à Evra que non, au moment où Eker avait lancé son emprunt obligataire, c'était lorsque la compagnie était... commençait à piquer du nez. Voilà, piquer le nez, donc ce n'était pas lorsqu'elle était vraiment en phase ascendante. En ce qui concerne la SNPC, il faut le reconnaître, non, la SNPC n'est pas en faillite. Bien au contraire, peut-être les gens ne le savent pas, elle subit d'ailleurs des pertes. Par exemple, lorsque nous avons ces problèmes de manque de carburant dans le pays, c'est la SNPC qui est l'unique entreprise qui achète le carburant sur le marché international, parce que la CORAF a une production insuffisante et elle est obligée d'acheter au prix du marché international, généralement élevé. Je donne un cas, peut-être ça peut être 800 francs le litre de carburant, et qu'elle est obligée de venir revendre aux marketeurs à 600 francs. J'ai donné un cas. Donc, d'énormes pertes. Quand vous suivez, vous lisez les bilans de la SNPC, on est à plus de 200 milliards de pertes, par exemple, au cours de l'année 2023. Ça, ce sont les bilans que nous avons consultés de la SNPC. Pertes dans ce sens que la SNPC, donc, étant sur liquide, réussit à supporter ces pertes. Le FMI d'ailleurs demande à la SNPC, au gouvernement congolais de mettre fin à cela afin que on puisse avoir des prix qui sont franchement ajustables au marché international. Bon, ça c'est une autre paire de manches. C'est juste pour vous montrer que la SNPC n'est pas franchement dans une situation d'assèchement financier. Bon, mais il n'est pas interdit à une entreprise, même lorsqu'elle se trouve dans une phase ascendante, dans le cadre de ses projets futurs, de solliciter, pourquoi pas, des capitaux via, comme celui d'emprunt obligataire,
qui a été encadré par la COSUMAF, contrairement à ce que les gens disent, que non, une entreprise à capitaux publics n'a pas le droit de solliciter, de passer par ce mécanisme de marché pour mobiliser des fonds. Ça a été encadré par la COSUMAF, c'est-à-dire la commission du marché sous-régional, marché financier sous-régional. Donc, dès lors que ça passe par les fourches communes de la COSUMAF, on ne peut plus dire que c'est une opération qui est illégale. Maintenant, ce que on peut éventuellement se dire, et je suis convaincu là-dessus en discutant avec certains experts, c'est que la situation financière qui est la nôtre fait que l'État passe soit quelquefois par les banques, par une banque, je ne vais pas citer le nom, puisque ce n'est pas ça l'objet, pour essayer de mobiliser de l'argent sur le marché interbancaire sous-régional, afin d'aider l'État congolais. Et dans le cas d'espèce, on sait qu'on a des échéances de remboursement qui ne font qu'arriver sur la table du gouvernement. Et le même gouvernement ne peut donc pas se présenter auprès des épargnants ou des investisseurs pour leur dire, écoutez, j'ai besoin d'argent. On leur dira, mais on a encore des échéances de remboursement. Et je comprends que ça peut être un mécanisme qui se fait généralement dans l'ingénierie financière, passer par une société qui a pignon sur rue et qui va donc lever des fonds pour le compte de l'État. Le remboursement ne devrait pas poser de problème, puisque je viens de vous dire que la SNPC jouit quand même d'une bonne qualité de signature. Elle est sur liquide, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a quand même des perspectives pétrolières. Donc, souvent, cela est très bien encadré. Je crois que ça ne va pas se terminer comme équerre quand même. Ok, bon, espérons que ça ne va pas se terminer comme équerre. Je vous invite à une pause et nous nous retrouvons bien après.